bienvenue dans le club Le Figaro Culture consacré cette semaine au cinéma et nous enregistrons cette émission depuis Cannes, Vega-la-Plage où nous allons pouvoir parler de la compétition officielle avec mes trois invités. On va faire un point, nous sommes à peu près aux 2/3, 3/4 de cette compétition qui s'achève samedi avec la si désirée Palme d'Or. Je leur demanderai ce qui les a enthousiasmés et déçus. On fera un focus ensuite sur cette vague de films, pas moins de 6, consacrés ou qui ont pour décor la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez inédit au Festival de Cannes, avec notamment le film sur De Gaulle, sur Molin, et plusieurs films sur l'occupation et aussi sur l'Allemagne. Et puis en fin d'émission, les coups de cœur et les coups de griffe hors compétition, sur les compétitions parallèles ou sur l'ambiance générale, avec mes trois invités. Mes trois invités qui sont aujourd'hui Pascaline Potvin, chef de service culture chez Madame Figaro et qui tous les jours nous régale avec ses petites vidéos en direct du Festival de Cannes. Avec nous aussi Olivier Delcroix, rédacteur en chef aux pages culture du Figaro, et Étienne Saurin, journaliste culture au Figaro. Vous les connaissez bien. Les amis, déjà plus d'une semaine de compétition, de soirée, non pas tant que ça, non, parce que vous passez beaucoup de temps au cinéma, des dizaines et des dizaines d'heures. On n'est pas très bronzé. Non, vous n'êtes pas très bronzé, c'est la preuve que vous ne sortez pas tant que ça, c'est terminé. Cette compétition, déjà près d'une quinzaine de films que vous avez vus les uns les autres, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un ou deux qui se dégagent d'ores et déjà de cette compétition? J'ai l'impression que le film de James Gray et le film de Rodrigo Sorogoyen, qui est sorti en salle en même temps, sont un petit peu au-dessus du lot. On commence avec vous, Étienne Saurin. Ouais, pourquoi avec pas. Ces deux films, peut-être. Effectivement, c'est deux beaux films de la compétition. Le Sorogoyen qui est en salle, d'ailleurs, depuis samedi dernier, avec Javier Bardem. L'être aimé, donc, ouais. L'être aimé, avec Javier Bardem, qui interprète Il faut parler un peu du film rapidement. Voilà, qui interprète un réalisateur espagnol qui revient à Madrid après avoir triomphé à Hollywood aux États-Unis où il a gagné des Oscars, et qui revient à Madrid notamment pour renouer avec sa fille qu'il a perdu de vue. Il est 13 ans après, c'est des retrouvailles et la première scène d'ouverture est assez démente dans un restaurant. Elle dure un quart d'heure en plan séquence quasiment, enfin très découpé mais à plusieurs caméras. Et elle est un peu irrespirable parce qu'on comprend tout du malaise et de la tension entre le père et la fille. Et la fille qui est une actrice un peu galérienne, qui est serveuse, et le père Bardem donc, lui propose de tourner dans son nouveau film, qui est un film d'époque en costume dans le Sahara occidental. Voilà. Et ça va être donc du coup les retrouvailles entre le père et la fille sur un plateau de cinéma. Et ce que fait Sorogoyen de ce qu'il montre, de ce qu'est la réalité d'un plateau et d'une équipe qui tourne. Ce qui n'est pas nouveau, le tournage du tournage. Ce qui n'est pas très nouveau, mais montré de manière aussi bien. Moi alors c'est plutôt un mélo, un drame, mais ça m'a rappelé la comédie de Cédric Kahn avec Denis Podalides, Making of, qui était de la pure comédie, mais qui racontait aussi très bien les tensions, à la fois les affects, mais les tensions économiques qu'il y avait sur un plateau entre l'équipe et un réalisateur. Et en fait, la figure de Bardem, alors maintenant on dit toxique, mais on comprend il y a des abus de pouvoir et vis-à-vis de l'équipe, des acteurs, donc de l'actrice qui est aussi sa fille. Et voilà, et c'est comment tout ça s'entremêle, et c'est quand même admirablement mis en scène et très fort. Pascaline, vous partagez cette opinion? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film aussi. Moi j'ai vraiment vu comme un duel au soleil, comme ça se passe dans le désert, comme ça, entre ce père et sa fille. Et c'est vraiment sur un homme qui pense qu'il peut tout contrôler, à la fois son histoire avec sa fille, leurs souvenirs, leurs relations, et son plateau de tournage. Il pense que tout est en son pouvoir. Il va se rendre compte que c'est pas aussi facile que ça. Et je sais qu'on parle beaucoup de l'interprétation de Javier Bardem, qui est effectivement excellente. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment noté aussi celle de Victoria Luengo, l'actrice qui joue sa fille, qui est magnétique, je trouve, et qu'on verra aussi dans le film de Pedro Almodóvar, qui a été présenté là, Autofiction. Et elle a un second rôle dans le Almodóvar, mais vraiment, moi j'ai un petit coup de cœur pour cette actrice. Il y a une scène qui est formidable dans le film aussi, c'est la scène du repas. Du repas, ouais. C'est de fort colonial. Ça c'est formidable, c'est vraiment ce que Sorogoyen sait faire le mieux. Sorogoyen, il faut peut-être rappeler, c'est Asbestas, c'est El Reno, El Reno, des thrillers d'ailleurs. Plutôt des polars. Mais là, il y a aussi des séries télé. Los Años Nuevos. Los Años Nuevos, qui est une série qui a été rediffusée sur Arte, qui est formidable. Et donc en fait, cette espèce d'intimité qui capte comme ça un peu à la dérobée, il sait très bien le faire, et c'est vrai qu'on assiste à plusieurs séquences
vraiment remarquable, notamment par exemple dans le désert, mais la séquence du repas qui est là où tout se focalise, là on a vraiment quelque part la quintessence de ce que peut être le cinéma de Sorogoyen. Les failles, les drames, l'hystérie, la culpabilité et la violence de cette masculinité toxique. Et cette fille qui brave les interdits, c'est extraordinaire, c'est très émouvant. Favori un peu pour un prix, au moins un prix d'interprétation Bardem ou Victoria Luengo. Ouais, les deux peuvent y prétendre. Hein. Ils sont très très bien tous les deux. Ouais. L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen, donc, qui est déjà en salle, et puis celui qui est pour l'instant le chouchou de tout le monde. C'est le coup de cœur absolu. C'est le film de James Gray. Voilà, qui est effectivement un film. Paper Tiger. Voilà, le tigre de papier. Je crois que c'est effectivement donc la 6e venue de James Gray au Festival de Cannes. Un peu un grand oublié, James Gray, parce qu'il est quelque part un peu timide. Il a son cinéaste, sa cohérence, il a son cinéma. Et là, en fait, il revient aux racines de son cinéma. L'histoire, on revient à New York, on revient dans les années 80. Avec cette espèce de caméra chaleureuse, ces couleurs sépia, deux frères qui... Vous voulez dire, c'est l'ambiance de Yards ou Little Odessa, quoi. Voilà, Little Odessa. Ouais. On est vraiment dans le début de la carrière de James Gray, où La nuit nous appartient. Voilà, c'est ça. Qui est des grands films, parce qu'effectivement, après, il était parti dans Ad Astra, où il avait raconté un peu, dans une sorte d'autofiction, sa jeunesse avec Armageddon Time. Et là, en fait, il revient sur un thriller familial, la famille comme noyau, les deux frères qui s'entendent, mais qui sont différents. Le frère aîné, incarné par Adam Driver, qui vient récupérer Miles Taylor. C'est un ancien policier. Un ancien policier qui a ses connexions dans le milieu, voilà. Et puis il dit, écoute, j'ai peut-être magouilleur mais honnête. Hein. Il est ambivalent d'ailleurs, il est bien le rôle Adam de Driver. Parce qu'il n'a pas quand même franchi la ligne rouge. Donc en fait, il revient un voir... peu flamboyant par rapport à son frère, qui est sa petite vie de famille. Toujours, toujours tiré à 4 épingles, toujours grand et portant beau. Ouais. Voilà, sa Mercedes noire, une voiture allemande. Que les enfants de la maisonnée de Miles Taylor envient, ils la veulent. Et donc voilà, donc il arrive, il y a son petit frère, écoute, je pense que j'ai un truc qui va te sortir de l'ornière, il me faut un ingénieur. Je ne suis pas vraiment ingénieur, c'est pas grave, tu vas faire comme si. Il y a des Russes qui s'installent, il y a des plans à faire au niveau du canal. Et le premier rendez-vous se passe plutôt bien. Et puis en fait, évidemment, souhaitant faire les choses correctement, et même en essayant un peu d'en faire trop, il embarque ces deux gamins dans une virée nocturne pour vérifier comment pour leur montrer tout simplement. Pour leur montrer où est-ce que papa va travailler. Où est-ce que papa va travailler. Et là, évidemment, ça se dégrade. Et effectivement, ce que raconte James Gray à travers ça, c'est la montée de la peur, la montée de l'angoisse, la façon dont progressivement la mafia russe, en fait, dans les années 80, très puissante, au moment de la perestroïka, finalement investit les États-Unis, investit New York, commence à mettre ses pieds, c'est la fin de la mafia italienne, c'est la montée en puissance des Russes. Et il se croit tout permis, il visite les appartements la nuit pour faire peur, donc il y a de la menace, il y a de la représaille. Et le titre qui est formidable, Tigre de papier, Paper Tiger, c'est vraiment ce qu'est, en fait, quelque part, le personnage d'Adam Driver, quoi. C'est un type qui porte beau, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Le tigre est-il en papier ? Et vraiment, le film est complètement axé. Mais je note quand même qu'on n'a toujours pas parlé de Scarlett Johansson, quand même, qui est géniale dans le film. Elle est extraordinaire, c'est vrai. Elle est formidable, vous faites bien d'en parler, parce qu'elle n'a pas tant de scènes que ça, mais elle les défend, enfin, elle est hyper bien, quoi. Alors le film est très beau, notamment par les acteurs. Je trouve que les trois, vous l'avez parlé, Adam Driver, Scarlett Johansson, ils sont quand même assez déments. Et puis le cœur du film, c'est quand même les deux frères, une relation entre deux frères, un qui est flamboyant et l'autre qui est un peu naïf, un peu ordinaire. Et comment, voilà. Mais la mise en scène est remarquable. Il y a vraiment l'atmosphère, le Queens des années 80. Gray, il sait faire. Après, pour être un tout petit peu plus nuancé quand même, et pas non plus en faire trop des caisses, le scénario est
pas incroyable. Oui, mais c'est ça qui est génial. Même Olivier, quand il raconte l'intrigue, on comprend qu'on comprend pas tout, enfin qu'il y a des trucs pas très plausibles. Mais à l'arrivée, c'est pas très grave parce que Gray est un metteur en scène, voilà, tellement pas spectaculaire d'ailleurs. C'est un peu le problème. On a rappelé que Gray, il est venu 5 fois à Cannes, il est reparti bredouille les 5 fois. Parce que quelque part, il n'est pas dans l'air du temps. Enfin, il fait un cinéma classique, qui n'est pas à la mode. Ouais, et en même temps, la séquence finale qu'il ne faut pas dévoiler dans les champs est très spectaculaire pour le coup. Elle est très belle, elle rappelle un peu le final de Hit de Michael Mann d'ailleurs. Ou de Hitchcock dans La mort repose. Mise en scène non spectaculaire, ça ne veut pas dire absence de mise en scène, au contraire. Gray, il sait très bien chorégraphier une scène d'action même, sauf que voilà, il n'y a pas tant d'action que ça et que ça reste quand même un cinéma un peu intimiste et en même temps bouleversant, donc c'est quand même un très beau film. Et qui est sous les auspices d'Eschyle, et ce n'est pas un hasard, parce que Agamemnon. Et voilà, parce qu'il y a un côté théâtre grec et drames familiaux, tragédie grecque dans son cinéma. C'est une réécriture de son premier film qui était magnifique, Little Odessa, quelque part. Exactement. Paper Tiger de James Gray, grand favori, pas seulement du Figaro, un petit peu tout le monde, mais il reste encore 2-3 jours de compétition, on ne sait jamais. Pascaline, vous avez remarqué que Olivier ne parlait pas de Scarlett Johansson. Vous allez nous rattraper tout ça parce que vous nous parlé des femmes, parce que les femmes sont très présentes, et tant mieux cette année, derrière la caméra, devant la caméra. Tout à fait, et moi j'ai vu vraiment beaucoup de films de réalisatrices, certains aussi de réalisateurs, mais avec des actrices au sommet et qui parlent vraiment, qui racontent des histoires de femmes, alors sans vraiment aller dans l'éternel débat male gaze, female gaze, qui reste très intéressant. Moi je trouve qu'on a des personnages filmés avec un regard féminin. Je pense à Léa Drucker dans La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet, qui est cette femme chirurgienne qui gère tout, qui a les épaules, qui fait face, et qui fait tellement face qui s'occupe de tout le monde, mais de qui personne ne s'occupe. Et tout ça va vaciller quand le désir survient, incarné par une romancière qu'elle rencontre, Mélanie Thierry. Vraiment un très beau film sur la charge mentale, sur... quand on est forte, on ne peut pas montrer ses failles et qu'au bout d'un moment, elle fait pas les courses, ça craque. Enfin, elle n'a pas d'enfant quand même. Elle n'a pas d'enfant, mais elle s'occupe des... plus, ils sont grands. Donc oui, mais je pense que... mais c'est en ça que le film est intéressant, c'est qu'il montre, mais même quand on est une femme et qu'on n'a pas d'enfant, ça n'empêche pas d'avoir une charge mentale et d'avoir aussi... et ça, c'est quelque chose, c'est une surtout avec un métier qui porte à ça. Surtout avec un métier qui porte à ça. Médical. Voilà, c'est que la femme, qu'elle ait des enfants ou pas, elle est souvent de fait mise dans la position du care, de s'occuper des gens, et le film montre très bien cela, avec quand même beaucoup de pudeur, sans misérabilisme et sans victimisation, et j'ai beaucoup aimé le film pour ça. Un autre film comme ça qui montre une femme qui se débat avec ses problèmes sans misérabilisme, avec beaucoup de pudeur, c'est Garance de Jeanne Herry, avec une Adèle Exarchopoulos qui est fabuleuse. Donc elle joue le rôle d'une actrice qu'on suit comme ça sur plusieurs années. C'est la vie d'Adèle. Version alcoolique. Voilà, elle est alcoolique. La vie de Garance. La vie de Garance, elle est alcoolique, et moi j'ai beaucoup aimé le film parce qu'il montre l'alcoolisme au féminin, qui est là aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent, et c'est filmé sans la grande scène tragique d'alcoolisme où tout part avec des traces de vomi ou que sais-je, sans la scène interminable qu'on aurait pu avoir de réunion des alcooliques anonymes, sans l'explication d'un trauma d'enfance et tout, ça évite tous ces clichés. C'est juste une femme qui est alcoolique, qui après une phase de déni l'assume, l'admet de manière comme une fatalité, une maladie, ce que c'est, de manière assez digne et sans victimisation, et ça j'ai trouvé ça très beau. Et Adèle Exarchopoulos ajoute à ce personnage qui est quand même très profond et très dur, une touche d'humour qui la rend super attachante, et vraiment un beau film sur un sujet de société sans virer au film dossier ou au film pédagogique. Donc voilà, ces 3 films, et Léa Seydoux qui est formidable dans 2 films, voilà, Gentle Monster de Marie Kreutzer, qui montre là aussi quelque chose que moi je n'avais pas vu, la réalisatrice autrichienne du corset, un problème là aussi de société, la pédophilie vue par le prisme d'une épouse. Donc c'est son mari qui est suspecté de pédophilie, qui est mis en examen, et elle, tout son monde s'effondre. Donc Léa Seydoux est absolument fabuleuse. Là aussi, il y a du déni. Là aussi, il y a du déni. C'est vraiment le cheminement d'une femme par rapport à des décisions prises par un homme. Et dans l'inconnu, je ne vais pas vous raconter tout Gentle Monster parce que c'est très complexe, et c'est un film, je crois qu'Olivier est d'accord, qui vous hante. Un silence de Joachim Lafosse, c'était un peu cette idée. Emmanuel DeVos. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Là, c'est peut-être très cru, plus dur, mais ça vous hante souvent. Et puis effectivement, Léa Seydoux s'empare du rôle, et en même temps,
elle est d'une extrême fragilité et d'une grande force. Moi, c'est vrai que Gentle Monster, je ne m'attendais pas à cet uppercut. Ouais. Il y a quelque chose quand même aussi qui est proche d'ailleurs du cinéma de Justine Triet et d'Anatomie d'une chute. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui se dit à travers ce monstre gentil, parce que c'est quand même ça aussi la traduction du titre du film. Et c'est ce personnage du mari dont on n'arrive pas à se dire, on hésite pendant tout le film, alors qu'on comme sait. elle. Voilà, et comme elle, voilà, on suit dans cette espèce de flux de conscience ce qu'elle découvre progressivement, et c'est bouleversant. Ouais. Et puis ça met en lumière les jeux de pouvoir aussi qu'il y a dans un couple, comme le faisait Anatomie d'une chute, qui sont un peu cachés sous le tapis, qu'on ne veut pas voir. ça. Et là, parce que même si alors on ne sait pas effectivement s'il est coupable ou pas, mais elle a quand même, le déni de sa part à elle est à la fois dans cette dimension sur la pédophilie, mais aussi sur les jeux de pouvoir créés dans leur couple. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas voulu voir Parce aussi. qu'il y a la grand-mère, il y a les enfants. Il y a la question de l'argent, il y a la question des choix de vie dans un couple. C'est ça. Et vraiment, c'est... maison. Et puis toujours, la est-ce qu'on maison. connaît son conjoint aussi Est-ce bien qu'on connaît qu'on le croit? C'est toujours ça la thématique. Ouais. Et Léa Seydoux, vous disiez aussi dans un autre film. Dans un autre film, qui est aussi en L'Inconnu, compétition, de Arthur Harari, alors qu'il y a un film... Thierry Frémaux l'avait dit quand il a fait la conférence de presse d'ouverture, enfin avant, d'annonce de la programmation du festival, un film clivant, c'est vrai que c'est un peu un ovni. Et très loin de Onoda. Très loin de ni jour Onoda. dans Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé. Ouais. Donc c'est adapté d'une BD, d'un roman graphique fait par son frère, Lucas Harari, que j'avais aussi extrêmement aimé. C'est une histoire difficile à raconter, de personnes dont les corps s'échangent. Un homme qui se réveille un matin dans le corps d'une femme, cet inconnu qui donne son nom au titre et qui est interprété par Léa Seydoux. Alors, ce serait difficile de résumer le film au-delà de ça, mais pour moi, c'est un film assez beau, assez troublant sur l'acceptation du changement. En quelle mesure on accepte son passé, son futur, on accepte de changer, de se mettre aussi à la place de l'autre. C'est un film sur l'empathie, mais fait de manière très crue. On est très à distance des personnages quand même. Très lugubre. Moi, ça m'a fait penser à Under the Skin de Jonathan Glazer. Ça se passe dans la banlieue parisienne, filmé de manière très frontale, sans chichi. Mais Léa Seydoux est encore une fois fabuleuse. Petite parenthèse, j'aimerais bien un jour qu'on se penche sur le fétichisme des réalisateurs et des réalisatrices pour les larmes de Léa Seydoux, qui pleure quand même. Alors elle le fait extrêmement bien. Elle le fait très bien, mais on sent que c'est vraiment elle pleure nue, quelquefois. Pardon ? Elle pleure en étant nue, elle se met nue. La nudité aussi. La nudité aussi. C'est un passage récurrent. Ouais, il y a Dans les deux films. Dans les deux films, c'est vrai que ça vire vraiment, moi je trouve, au fétichisme, mais bon, elle le fait bien. Bref, moi, ce film, j'ai hâte de voir s'il sera au palmarès ou pas à l'arrivée. Alors clivant, parce que vous avez moins aimé, Étienne. Un peu moins, effectivement. Un peu moins, mais pas beaucoup moins non plus. Oh, un peu beaucoup moins, en fait. Mais en vous torturant un peu, vous avez le film est intéressant, mais il est très théorique, il est très conceptuel, en fait. Ouais. Et Arthur Harari ne fait pas beaucoup d'efforts pour le rendre... Pour l'amener. Il prend pas le spectateur par la main, ce qui est très bien, mais après, le film dure 2h20, il est très lugubre. C'est Cannes, mais les films sortent en dehors de Cannes, donc à un moment donné, il y a quand même un public qui va les voir ou à qui il faut donner envie de les voir. Donc, et voilà, à l'arrivée, il aurait dû en faire une comédie, en fait, ça aurait pu faire une très bonne comédie. C'était pas la BD quand même. Mais, et puis, c'est pas l'humeur d'Arthur Harari, c'est pas sa nature profonde, quoi. Ouais. Bon, ça a été fait par Blake Edwards dans La peau d'une blonde il y a très longtemps, et qui était très drôle. Mais là, voilà, le film donne pas, c'est pas très écrit, pas très narratif, pas très dialogué. On est quand même avec ces deux corps un peu. Et alors, tu dis l'empathie, moi je veux bien, mais à l'arrivée, c'est quand même un film sur une solitude existentielle. C'est-à-dire quand on nous coupe de notre identité et du coup des autres, de la société, et ben évidemment, il reste plus rien. C'est un effondrement existentiel. Donc il n'y a pas de happy end, hein. Enfin voilà. Non mais quand je parle d'empathie, c'est ça, c'est des limites, des limites de l'empathie en fait. C'est que voilà, qu'est-ce qui génère l'empathie ? À partir du moment où vous êtes dans une autre enveloppe corporelle et que vous êtes coupé de votre famille, de vos amis, du monde extérieur, de la société, et ben vous ne pouvez plus exister. Et on ne peut pas se mettre à la place des autres. Pas totalement en tout cas. Littéralement. L'inconnu d'Arthur Harari. Puisque dans les séquences, on dit un peu de mal, est-ce qu'il y a
des films qui vous ont vraiment déçus? Il y en a un, en tout cas, qu'on a pris de plein fouet dans son côté interminable, alors qu'on était parti la fleur au fusil, c'est Soudain de Ryusuke. Tu portes mal son titre, donc? Oui, alors c'est incroyable. D'ailleurs, comme 3h15 plus tard. Soudain, 3h15 plus tard, il ne se passe strictement rien. Nous avons droit à des cours sur en plus avec un tableau et des stabilos, sur ce que c'est que la démocratie, sur ce que c'est que le capitalisme. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ça se passe dans un EHPAD où Virginie Efira joue une directrice d'EHPAD qui accueille, qui devient copine, etc., avec une femme atteinte d'un cancer en phase terminale 4. Bon, et on disserte sur, comme ça, à l'infini, sur ce que c'est que la vieillesse, sur comment on masse les pieds. Voilà, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'humanitude. Voilà. Il y a une méthode de care, d'empathie, très bienveillante, en empathie, à la fois par la parole. Il se masse les pieds beaucoup. Oui, il y a beaucoup de scènes où il se masse les pieds. Le festival du Caire, là. Et voilà. Après, il y a quelques moments. Moi, je trouve qu'il y a quelques moments assez beaux. Alors, le film est trop long, il y a des scènes improbables. Et puis, malgré tout, il pose des questions par rapport à la fin de vie, un peu qui sont quand même dans l'air du temps. Oui, bien sûr. Les soins palliatifs. Hein. Mais est-ce que ce sont des questions qui sont intéressantes, essentielles, mais qui sont mal posées? Il y a quelques scènes quand même assez belles, même en mise en scène. Voilà. Le réalisateur, c'est Ryusuke, qui est connu pour être justement assez engagé poétiquement, marxiste, donc c'est pas étonnant de le voir un peu dans cette critique du capitalisme. Oui, là c'est frontal, mais c'est bêtement frontal. Enfin, d'accord. Non, puis surtout, c'est interminable. D'autres déceptions? On préfère les oublier, mais... Paradis, j'ai l'impression que... Ah oui, ouais, Asghar Farhadi. histoire parallèle. Bon, évidemment, là... Avec un casting pourtant extraordinaire, quoi. De toute manière, moi je pense que Farhadi est encore moins bon quand il tourne en dehors d'Iran. Le passé, avec Rahim il y a quelques années, c'était pas formidable. Everybody Knows, qui était en ouverture de Cannes une année, tourné en Espagne avec Javier Bardem et Penélope Cruz, c'était pas formidable. Et là, c'est vrai qu'avec Pierre Ninet, Cassel, Efira... il a un casting 5 étoiles pour un film qui est un film sur l'ennui. Ouais. Le scénario est à la fois compliqué et pas très intéressant. Histoire de Isabelle Huppert en romancière qui vampirise ses voisins pour écrire un nouveau roman et comment la fiction vient contaminer. Une sorte de fenêtre sur cours à la française, mais... Et le film est quand même très laborieux. Je suis assez d'accord. En fait, le film veut nous dire... Vous nous parlez du pouvoir de l'imagination, du pouvoir de la fiction, mais de cette base qui est intéressante, il n'en fait pas grand-chose. En fait, c'est pas qu'il n'en fait pas grand-chose, c'est qu'il en déploie plein d'histoires parallèles, justement, mais qui ne racontent pas... qui sont pas très profondes, au fond. Puis surtout qui ne se raccrochent pas, qui n'entrent pas vraiment en collusion. Et en fait, le problème d'Asghar Farhadi, c'est qu'il est déconnecté de ses racines. Et effectivement, en voulant se raccrocher à Paris et à des choses, des petits détails, on voit qu'il essaye de picorer comme ça dans la vie quotidienne parisienne. Il se dit, tiens, ça j'ai repéré, ça c'est vachement... Et en fait, non, c'est que des clichés. Et donc, c'est une espèce de grand collier de perles, de clichés sur la vie à Paris que nous, on connaît déjà. Un peu moins raté, mais pas tellement meilleur. Il y a le nouveau film de Pedro Almodovar, Autofiction, qui est aussi une mise en abîme avec... Alors là, c'est carrément Almodovar, qui est un alter ego, un cinéaste... comme le Sorogoyen, quoi. Alors, c'est à la fois le Sorogoyen et le Farhadi, mais sauf qu'on voit pas, dans le Almodovar, on voit pas du tout une équipe au travail, en train de tourner. Mais on voit un cinéaste en train d'écrire un scénario. Et Almodovar, pardon, mais il a perdu quand même un peu le mojo. Le film est totalement dévitalisé, quoi. Il reste les couleurs, mais c'est pas incarné. Enfin, il n'y a rien, il n'a plus rien à dire. C'est tellement moins beau que Douleur et Gloire qu'on avait découvert là à Cannes avec Antonio Banderas, qui était très beau. Et là, voilà, c'est quand même... Oui, moi aussi j'étais déçue, je me suis assez ennuyée. Et à part quelques scènes, il y a une scène de striptease qui est pas mal, il y a une scène de... c'est beau, voilà, c'est ce que vous disiez, Étienne, c'est beau, mais pareil, ça raconte pas grand-chose, quoi. On dirait un peu une passation de pouvoir, Almodovar, Sorogoyen, c'est vrai, Et Banderas, Bardem, qui sait. Koreeda, qui a été Palme d'Or ici, on est toujours très attendu. C'est un film qui est assez mignon sur cette histoire
de parents qui sont en deuil après la mort de leur enfant de 8 ans et qui en fait vont acquérir un androïde avec une intelligence artificielle pour soi-disant permettre... donc un androïde qui est le sosie, qui est le sosie de leur mort. fils, bien sûr. Ouais. Voilà, donc, mais c'est un film qu'on a déjà vu sous la patte de Spielberg, adapté d'un roman formidable de Brian Aldiss, qui est sorti à la fin des années 2000. Ça s'appelait IA, et c'était avec Jude Law. Enfin, on l'a déjà vu ce film, en fait, en réalité. C'est ça le problème. Et puis... le problème, c'est que... ça ressemble à tous les films de Koreeda précédents. Oui, la alors, on a un tout petit ouais. peu emballé SF, oui, light, voilà. Enfin, il ne fait pas Blade Runner non plus, quoi. Donc, ça va. Alors oui, c'est sympathique, c'est gentil. On se dit que l'allégorie du gamin... Mais on est au Japon aussi, c'est pas il y a trop de violoncelle. Il y a trop de piano, quoi. Enfin, la musique, la musique est étrange. Il tartine quand même, c'est pas possible, quoi. Faudrait interdire les violoncelles. C'est pas raté. Mais on est très en dessous de ce qu'il a pu faire avant, Koreeda, hélas. D'autres déceptions? Non, on a fini avec les déceptions. On repasse au coup de cœur. Il y a un film qui était très attendu. C'est La Grande Diva, par exemple. Moi, non, ça on est hors compétition. On finit la compétition. Okay. Le film Hope. Ah oui. Alors là, effectivement, on s'attendait à rien, mais on a adoré. C'est toujours comme ça, quand on s'attend à rien. C'est incroyable. On est déçu en bien. On s'attend à rien, oui et non, parce que le réalisateur est pas inconnu. Non, voilà, The Chaser. Il a fait de Murderer et des films qui envoyaient. Il y a 18 ans déjà. Très violents, très noirs, et qui étaient plutôt programmés en séance de minuit à Cannes. Donc là, le coup un peu malin et marrant de Thierry Frémaux, c'est de l'avoir mis en compétition. D'avoir osé le mettre en compétition. C'est-à-dire que même Eric Nehoff doit le voir, vous voyez. Mais il va pas aimer. Et on ne sait pas, il est imprévisible. Mais... Alors que vous avez aimé tous les deux. On est sortis de là, on était enchantés, bien sûr, parce que voilà, c'est un mélange entre du film d'action décomplexé. Dans un port, tout d'un coup, on découvre un buffle qui est étrangement lacéré. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un tigre? Et pas du tout. Progressivement, on va découvrir des extraterrestres dans une forêt, dans la montagne. C'est brillamment mis en scène. Voilà, et c'est des scènes d'action formidables. C'est juvénile, c'est du western, c'est de la SF, c'est tout ça mélangé comme ça avec une espèce d'énergie qui est fabuleuse, quoi. Et puis des trouvailles de caméra. Enfin voilà, on est vraiment. Quelque part, ce que les Américains ne savent plus faire ou ne savent pas faire, parce qu'il y a une patte coréenne qui mêle du burlesque, de la SF, de la comédie, même de l'humour un peu paillard. Enfin, c'est un peu comme Parasite, dans cette idée-là. Un peu comme Parasite, en plus excessif et. Oui, parce que c'est des aliens. C'est du Chuck Jones quand même. Hein. C'est du Chuck Jones. On est dans Bip Bip et le Coyote. Donc si tu veux, ça n'arrête jamais. Il y a quelque chose de très Tex Avery aussi. Donc c'est incroyable. C'est la façon dont la mise en scène sert l'action, le mouvement. On ne s'arrête jamais, quoi. La caméra est toujours en train de se déplacer. On en parlait, mais la manière de filmer une voiture à toute vitesse dans les rues. Moi, depuis Une bataille après l'autre et la course-poursuite de Paul Thomas Anderson, dans le désert, là, il y a un truc quand même... il a renouvelé le code. Qui est assez dingue. Vous écoutez une sélection très éclectique, finalement. James Gray qui domine un petit peu les débats jusqu'à maintenant. Et dans les 2-3 jours qui restent, vous attendez quelque chose, un film en particulier? La Bola Negra, d'ailleurs, le film espagnol, encore une fois, les Espagnols sont quand même présents. Les Javier, les réalisateurs. Les deux Javier. Les deux Javier, le nom ne me revient pas, mais qui a l'air intéressant. Histoire de la nuit, de Léa Misus, on est curieux de voir, d'après un roman de Laurent Mauvignier, un thriller avec un casting qui est pas mal, Sierzi et plein d'autres acteurs. qu'on verra vendredi. Donc il y a encore des espoirs. Mais puisque vous avez parlé de la guerre civile, ça me fait une transition toute trouvée, avec plusieurs films sur la Seconde Guerre mondiale, en tout cas sur la guerre, à la fois dans la compétition et hors compétition. Dans la compétition, notamment Fatherland de Pavel Pawlikowski, que vous avez beaucoup aimé, qui raconte le retour de Thomas Mann en Allemagne, quadruplement occupé à l'époque, en 1949. Oui, Thomas Mann qui revient en Allemagne, donc c'est comme les films du réalisateur, très beau noir et blanc. Thomas Mann qui revient, comme Ida et Cold War. Voilà. Thomas Mann qui revient auréolé de son prix Nobel, et qui est accompagné de sa fille, qui est sa fille, son assistante, limite son épouse de substitution, qui est interprétée par Sandra Hüller.
C'est un beau film. Moi, je trouve que c'est un film intéressant parce qu'il tend forcément un miroir à notre époque. On a des personnages comme ça qui se baladent dans une Europe dévastée par la guerre. On a ce personnage de femme qui parle plein de langues, qui est capable comme ça de s'adapter à tous les pays. On a des gens qui se posent la question sur quelle position prendre au lendemain d'une guerre, comment on se situe par rapport aux vainqueurs, aux perdants. Enfin, je trouve que tout ça brasse beaucoup de questions qui tendent un miroir à notre époque alors qu'on est quand même dans les années 50. C'est un film politique intéressant. Voilà. C'est un film d'1h22 aussi, il est très concis. Ouais, ça c'est bien. Très, voilà, il y a quelque chose d'un petit bijou dans un écrin en noir et blanc merveilleux. Et c'est vrai que le début aussi avec le frère, les discussions et cette Sandra Hüller qui domine quand même le casting, hein, qui est une sorte de caméléon qui effectivement ne passe sa vie à s'adapter et en même temps qui essaye de toujours être en contrôle. C'est vrai que c'est un film dont on sort un peu ébranlé, un peu secoué. Mais qui est nécessaire. C'est Fatherland, donc avec Thomas Mann qui revient à la fois à Francfort qui est occupé par les Américains et ensuite à Weimar qui est occupé par les Soviétiques, voilà, donc deux salles, deux ambiances déjà à l'époque. Et avec un travail sur la musique aussi, parce qu'à chaque fois, chaque ville, il est accueilli en musique. D'un côté, orchestre Armée Rouge d'un côté, l'Armée Rouge, le jazz, et à la fin, on ne va pas tout révéler. Mais... Et puis on voit que l'Allemagne n'est pas très dénazifiée encore. Non, pas trop. La partie à Francfort est intéressante. Il y a une scène de la gifle qui est absolument remarquable. On reste en Allemagne et puis après on va passer aux grosses productions françaises, notamment Moulin et De Gaulle, avec Le Bois de Clara. Ah oui, de Volker Schlöndorff, qu'on a découvert avec un grand sourire, parce que c'est un très beau film en fait qui raconte la vie. Voilà, c'est le XXe siècle, mais vu à travers une maison qui donne sur un lac en Allemagne de l'Est, avec tous ses habitants qui vont de sa construction au début du XXe siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Révolution, Perestroïka, chute du mur de Berlin. Enfin, et tout ça vu à travers cette maison, ces étés aussi, parce qu'évidemment on va dans ces maisons souvent l'été, et c'est, en tout cas le Bois de Clara, c'est une des trouvailles de ce festival, une des pépites que j'ai pu découvrir avec une grande surprise et en même temps un grand bonheur. C'est un film qui se rapproche un peu d'Amroum, qui était là aussi de Fatih Akin, voilà, et qui est vraiment montré. Qui montre comme ça l'évolution, c'est très beau. Moi, j'ai beaucoup de. Je suis sorti de là, j'étais très heureux. Le Bois de Clara de Volker Schlöndorff, avec un acteur, Lars Eidinger, qu'on retrouve dans Le Moulin. Voilà. De Laszlo Nemes. Voilà, de Laszlo Nemes, le fils d'Assaul. En Klaus Barbie. Voilà. Étienne, ce moulin très la meilleure comédie de la quinzaine. Mais Gilles Lelouch dans le rôle de Jean Moulin, bien sûr. Oui, ils sont très bien d'ailleurs tous les deux, alors que c'est quand même casse-gueule. Hein, vous ne pouvez pas dire le contraire, vous l'avez écrit. Donc Voilà, exactement. Et donc c'est vraiment un peu avant l'arrestation de Moulin, il débarque de Londres, parachuté. De Gaulle lui demande d'unifier le mouvement de résistance. Voilà. La première partie ressemble un peu à l'Armée des Ombres de Melville, enfin, mais et d'ailleurs elle est très bien, elle est plutôt très bien faite. Hein. Il y a quelques scènes, il est paranoïaque. Hein. Enfin, il y a de quoi d'ailleurs. Il y a une scène très forte avec une jeune résistante, Colette, où il lui transmet des informations, elle doit retenir, c'est très long, compliqué. Et même sa collaboratrice, Colette Ponce. Sa collaboratrice. Très melvillien. Et voilà, dans un Lyon pas très gai. Et puis vient évidemment l'arrestation, et là, la confrontation avec Klaus Barbie. L'affrontement. Plusieurs interrogatoires, et qui est très bien mis en scène. Fleur et Moucheté. Oui, Fleur et Moucheté, parce qu'il n'est pas que tortionnaire, enfin il est tortionnaire parce que psychologique. Manipulateur, donc il y a toute la palette. Le chat et la souris un peu, ouais. Ah, tout à fait, c'est le jeu du chat et de la souris, exactement. Et voilà, qui est très très bien fait, et au cœur de cette confrontation, il y a quand même une énigme qui est pourquoi Moulin ne parle pas alors que plein d'autres ont parlé, et lui-même d'ailleurs ne sait pas pourquoi.
il veut se tuer d'ailleurs pour ne pas être confronté à cette extrémité. Il le dit assez rapidement, moi je ne vais pas tenir. Il est en cellule dans la prison de Montluc avec un jeune type. Au début, on pense que c'est une taupe, enfin on ne sait pas très bien qui il est, est-ce que c'est un résistant. Et même ces scènes-là sont plutôt très bien écrites et bien faites. Et qu'est-ce qu'on retrouve de Laszlo Nemes, de ce cinéaste hongrois quand même assez incroyable. On retrouve d'abord son goût pour l'histoire et la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même pas rien et qui vient de sa propre histoire personnelle et de sa famille. Puisque Le Fils de Saul, quand même, qui était le premier film à Commando, Cannes, Auschwitz, voilà, qui était quand même assez frappant très et fort. On retrouve son goût du cinéma. Il tourne en 35 mm. C'est à la fois un détail et en même temps, il y a quand même une idée d'un cinéma classique et immortel, voilà. Comme Christopher Nolan Là, peut les aimer. Il évite quand même le côté sépia un peu trop et la naphtaline. Et puis il a souvent des choix radicaux dans sa mise en scène. Il n'a pas abandonné ça, il est plus académique. Il a fait quand même entre les deux films qui étaient un peu moins intéressants. Mais donc voilà, donc c'est quelqu'un. Alors là c'est presque un film de commande. C'est le producteur, on lui a proposé le film. Et il a très bien fait, c'est intéressant, un film de commande, et ça lui va plutôt très bien. Et Gilles Lelouch, quand même, il faut quand même dire un mot de sa prestation, qui est quand même assez. Il n'en fait pas un héros parce que. Non, justement. Ni un martyr. Ce qui est intéressant. Alors que Barbie lui dit à un moment donné, vous voulez être un martyr. Il le nargue avec ça. Il le titille. En fait, c'est vrai que c'est le jeu du chat et de la souris dans un laboratoire. Le film n'a aucun carton explicatif, il n'y a pas de date, voilà, donc il sort un peu de nulle part, il y a quelque chose d'intemporel là-dedans. Si vous voulez en apprendre plus, allez sur Wikipédia ou demandez à votre prof d'histoire. Mais moi, je ne vous donne pas toutes ces infos. Toutes les clés, je ne vous les donne pas. Moi, je raconte une histoire. D'ailleurs, je ne l'appelle pas Jean Moulin, je l'appelle Moulin. Donc on est vraiment dans une espèce d'espace cinématographique un peu isolé, un peu intemporel, où a lieu cette histoire que Laszlo Nemes raconte. Très peu prononcé dans le film parce qu'il est tout le temps sous pseudonyme. Avec Max Martel, il a plein de pseudonymes. Il y a l'histoire du briquet avec les initiales. JM, Moulin de Laszlo Nemes avec Gilles Lelouch et Lars Heidinger. Deux autres films sur l'occupation, un qui est hors compétition de Daniel Auteuil, La Troisième Nuit, et puis l'autre qui est en compétition d'Emmanuel Mar. Qui raconte Notre Salut, qui raconte non pas Vichy mais Limoges, parce qu'il se passait des choses aussi à Limoges. Les deux en fait, les deux d'abord, voilà, mais qui est un film très intéressant, avec Swan Arlo dans ce rôle de fonctionnaire un peu gris, qui débarque avec un livre qu'il a écrit qui s'appelle Notre Salut, où il a une doctrine d'entrepreneur. Pour redresser la France. Pour redresser la France économiquement et moralement, et en fait qui va être pris dans pas un engrenage, mais il y a un glissement, un fourvoiement, qui était un peu d'ailleurs celui des rayons et des ombres. C'est très intéressant de mettre en vis-à-vis les deux films, qui ne sont pas d'ailleurs antinomiques du tout, mais les rayons et les ombres, c'était la figure du collabo, du patron de presse collabo flamboyant parisien. Et là, au contraire, c'est le gras de papier, c'est un peu le rond de cuir, mais qui en même temps a des ambitions. Et le film est fait évidemment très différemment, avec une économie de moyens, mais malgré tout dans des décors, dans les vrais décors. Et Swan Arlo est assez étonnant, et ça dure 2h30, mais on est quand même passionné du début à la fin par ce parcours de collabo, rond de cuir un peu. Et Emmanuel Mar, le réalisateur, en fait, s'inspire de la correspondance de ses grands-parents, et qu'il a retrouvé, et qu'on entend d'ailleurs, qui est des lettres très belles, à la fois des lettres d'amour, parce qu'ils sont séparés au début, ils vont se retrouver plus tard. Et donc pour Emmanuel Mar, c'est aussi un film personnel par rapport à sa famille, et qui évidemment résonne bien au-delà, mais un film très passionnant. Et La Troisième Nuit, donc Daniel Auteuil, on a aussi des petits fonctionnaires. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Antoine Reinhardt, il y a effectivement la même figure d'Antoine Reinhardt, c'est un peu qui joue cette espèce de fonctionnaire, le doigt sur la couture du pantalon, qui veut bien faire, qui est dans la loi, etc. Et puis effectivement, on découvre progressivement que le préfet de Lyon veut se débarrasser de plein de convois avec qui l'entrepose. Il va envoyer des Juifs il va envoyer des Juifs. Les demandes allemandes qui s'apprêtent à envahir la zone libre, parce qu'on est dans la zone libre, on est dans la banlieue de Lyon. On est à Vénissieux. À Vénissieux,
un camp où sont entre guillemets entreposés des centaines de juifs voilà, qui doivent partir en convoi. Marqués, ouais. Et effectivement, c'est une histoire vraie. Je pense que Auteuil s'en est emparé parce que ça doit le travailler, cette histoire-là. Moi, j'ai été embarqué dans l'histoire, même malgré ce côté un peu scolaire qu'il a dans sa mise en scène. Mais c'est vrai que la dernière demi-heure, moi, m'a choqué, m'a pris, m'a ému. J'ai trouvé que Auteuil en prêtre, en curé de choc. Parce qu'il essaye de sauver les enfants. Voilà, il essaye de sauver donc 108 enfants juifs et de tromper l'institution, tromper la préfecture, etc., avec l'aide d'Antoine Reinhardt. J'ai trouvé quand même que ça fonctionnait. Moi, je suis rentré dedans, j'ai été embarqué par cette histoire. Et avec Grégory Gadebois, qui est extraordinaire, voilà, comme toujours. Le flic, la crapule dans toute sa Il y a un petit cœur qui bat quand même, mais voilà, oui, Marie, que pour ses enfants, quoi. voilà. Ouais. Mais que pour sa gueule, et effectivement, un personnage qu'on aime, qu'on va aimer détester, évidemment. Donc la guerre omniprésente, on passe vite sur De Gaulle parce qu'on aura l'occasion dans un autre club, le Figaro Culture, de revenir avec Simon Abkarian sans doute, avec la scénariste de La bataille de Gaulle, le grand film sur le De Gaulle de 40-42 qui sort en salle début juin, qui est présenté hors compétition et sur lequel on reviendra. Il nous reste un petit quart d'heure pour faire un petit peu des coups de cœur hors compétition et hors guerre des uns et des autres. On commence avec vous, Pascaline. Alors oui, moi ça a été vraiment un énorme coup de cœur. C'est La Gradiva de Marine Atlan, présentée en semaine de la critique. Premier film, donc il peut concourir à la Caméra d'Or. C'est un éblouissement. Ça dure 2h30, on ne les voit pas passer. C'est l'histoire d'une classe de terminale de la banlieue parisienne, je crois, qui part en voyage scolaire à Pompéi. Avec leur prof de latin. Avec leur prof de latin. C'est le film tisse un parallèle, moi je trouve, entre la tragédie de Pompéi, qui est une histoire d'éruption, et de tragédie, je l'ai déjà dit, mais bon voilà, d'éruption et de mort. Et là, l'adolescence, c'est quoi? C'est l'éruption du désir, de la colère, de sentiments qu'on ne sait pas maîtriser, et la tragédie de l'enfance qui s'en va. Ça a l'air très sérieux comme ça, mais le film ne l'est pas du tout. Il est extrêmement attachant, très poétique, avec des acteurs, des jeunes acteurs qui pour la plupart ne sont pas professionnels. Exactement. Ouais. L'acteur principal, Cola Kenyar, qui est une révélation. Ça dure, comme je l'ai dit, ça dure 2h30, on ne les voit pas passer. Il y a vraiment un travail de mise en scène. On sent comme ça un orage arriver sur cette classe de terminale. Il y a un côté road movie, parce qu'ils prennent l'autocar, donc il y a un côté Magical Mystery Tour. Teen movie. Movie aussi. Et catastrophe movie aussi. Et ça mélange, ça mélange tout. Quoi, le Vésu, oui, c'est ça, le Vésu. Et puis, quand même, derrière, cette conceptualisation, La Gradiva de Wilhelm Jensen, un roman écrit par un Allemand au début du siècle, dont Freud va s'emparer pour, en fait, populariser les théories. C'est la figure. C'est la figure de la femme au pied agile qui avance. C'est un peu dionysiaque. Voilà, c'est ça. Donc c'est cette grande. Alors en plus, ce qui est le plus étonnant, c'est que à Pompéi, elle y est, mais on la voit pas dans le film, et elle est même pas évoquée dans le film. Énorme ellipse. Non, voilà. Donc c'est étonnant d'avoir osé. On voit qu'il a fait latin en première langue. N'est-ce pas, le Gapio, il le connaît par cœur. Non, mais surtout, ce que je connais, c'est les leçons de la psychanalyse à travers donc Sigmund Freud qui s'empare de la Gradiva du roman de Jensen pour raconter effectivement ce que c'est que l'adolescence, ce que c'est que l'irruption du désir, effectivement avec ce parallèle allégorique sur l'irruption du Vésu en 79. Donc oui, les corps figés, oui, les statues et la façon dont ces gamins qui sont souvent... moi j'aime beaucoup la figure du cancre, ce môme qui n'y connaît rien et puis tout d'un coup va être vraiment foudroyé par cette balade dans un musée. C'est une épiphanie quoi, pour lui. Mais complètement. Et tout d'un coup, il adore ça. Ces belles statues gréco-romaines, il en tombe raide dingue. Et puis cette avancée comme ça dans les rues de Pompéi, c'est comme si tout d'un coup le temps se figeait. C'est vrai parce qu'elle n'est pas du tout... Ouais, c'est son premier film. C'est son premier film et c'est une chef opératrice. Monique Atlan, non? Ouais, Marine Atlan, qui avait travaillé sur L'Englouti, un film qui est sorti cette année. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment il y a vraiment de belles images, il y a vraiment un parti pris de mise en scène, des choses qui restent. Il y a une certaine cruauté aussi. C'est triste, enfin, c'est une tragédie, il y a des scènes qui vous
vraiment qui vous prennent aux tripes. Mais j'ajouterais qu'il y a vraiment aussi cet équilibre très bien réussi entre cette confrontation à l'histoire, comme vous le disiez, à la Gradiva, comme ça, à ces statues et tout, et quelque chose de très actuel, très juste dans le parler et le comportement des adolescents. Moi, il y a des scènes. C'est ça, voilà. Il parle mal, hein. Non, il parle bien, il s'exprime très très bien. Juste. Mais il y a notamment une scène où il parle de politique dans leur cantine, leur auberge de jeunesse, qui est vraiment super. On voit des jeunes qui savent très bien ce qui se passe en politique, qui n'en parlent pas de manière ni empoulée. Enfin, ça sonne vraiment de manière très juste. Oui, ça sent le vécu. Et une scène finale aussi, ils ont tous de l'angoisse de Parcoursup, ils savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie et tout. Et quand ils reçoivent les résultats du bac, il y a une espèce de libération. Une scène de danse avec la musique de Théodora, qui est jubilatoire et mise en regard. On ira le voir, vous donnez envie de le voir. Ah non, et mise en regard avec ce qui va se passer dans la scène suivante. Il va avoir la caméra d'or alors. Franchement, moi j'espère, parce qu'en plus ouais. c'est assez unanime. Hein. Non, c'est vraiment un éblouissement pour moi. Oui. La caméra d'or, je rappelle, c'est tous les films en compétition, toutes sections confondues, donc il y a 29 films à voir pour le jury de la caméra d'or qui ne remet le prix qu'à un film, le meilleur film de tout Cannes en fait. Ouais. Meilleur premier film. Meilleur premier film. Le meilleur qui est sûr de ne pas l'avoir, c'est Alain Cavalier, Étienne Saurin. Malheureusement, parce qu'il le mérite. Il devrait y avoir la caméra d'or du meilleur dernier film peut-être. La caméra d'argent. Puisque Alain Cavalier a présenté à la quinzaine des cinéastes. Merci d'être venu. Qui présente comme son dernier film. Un peu testamentaire. Alors que le ton d'ailleurs ne l'est pas tellement. Ouais. Et donc Alain Cavalier, pour rappeler rapidement, il est un filmeur. Thérèse, mais il est un filmeur et non plus un réalisateur de films. Ouais. C'est-à-dire il fait un journal intime filmé. Depuis quelques années. Il a passé 90 ans aussi. Hein. Ouais. Et c'est très beau. Là, le film commence d'ailleurs par un peu le making-of de Pater, qui est un film magnifique qui était en compétition à Cannes ici en 2011, avec Vincent Lindon. Bien sûr. Et donc ça fait le lien avec Cannes. Et Alain Cavalier, il s'intéresse à la fois encore à ses amis, aux commerçants de son quartier, avec un regard qui est malicieux, qui est tendre, qui est mélancolique quelquefois. C'est un film qui dure à peine 1h15 et qui est... Avec des petites touches un peu surréalistes dans la mise en scène, enfin des petites... Un peu, mais c'est pas ce qu'on retient forcément. Non, mais c'est quand même très bien filmé. Enfin, on voit que ça a été un grand cinéaste. Le combat dans l'île, qui a un regard, quoi. Donc c'est le regard qu'il porte sur la vie et les êtres qui est très beau et qui n'est pas sentencieux, qui est... Donc c'est à la quinzaine des cinéastes. À la quinzaine des cinéastes, voilà. Et puis les deux fans de BD et de romans graphiques sur à côté de moi ont tous les deux craqué pour In Waves. Ah oui, formidable roman graphique et adapté avec beaucoup d'élégance et de naturel au cinéma. Effectivement, c'est un film d'animation qui nous a surpris aussi parce que moi je pense qu'il est... Racontez d'abord le pitch, c'est du surf. La BD. Voilà. Ouais. On est surf et de l'amour et du surf, deuil. de l'amour et du deuil. Et de la maladie. D'accord. Voilà. Et de la maladie. Mais encore. En fait, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire du dessinateur Eiji Dungo. Ça se passe en Californie. Quand il était adolescent, un peu empoté, il a rencontré une fille, Kristen, dont il est tombé amoureux. Elle l'a ouvert aux joies du surf, sauf que tout ce bel élan qui caractérise un premier amour a été coupé net par la maladie. Elle est tombée malade. Et donc ça a été à la fois un premier amour et une première tragédie pour lui. Il a raconté ça dans une BD où ce récit d'histoire d'amour s'entremêlait avec l'histoire du surf. Oui. Tous les grands pionniers qui ont popularisé le surf dans le monde entier, et fait avec un trait très fluide. La BD est tout dans des tons de bleu très fluides et tout. Et là, ce qui est beau, c'est que l'animation reprend comme ça cette fluidité de trait. Alors après, le film est plus centré sur l'histoire d'amour que sur l'histoire du surf, mais c'est fait avec beaucoup de pudeur, c'est jamais mièvre en fait, ça pourrait l'être, hein, c'est très mélo, mais c'est jamais mièvre et je trouve que ça rend vraiment un bel hommage au roman graphique. Non, c'est vrai, et puis en plus, évidemment, les vagues, ça vit mieux au cinéma. Ça vit très bien dans la BD. Hein, mais je trouvais que le mouvement, en tout cas, qu'on pouvait se faire sur le plan artistique dans la bande dessinée était beaucoup mieux rendu dans l'animation. Il y a un vrai travail avec le son, avec la façon dont tous les bruits, le ressac, l'humidité, la sensation, le côté sensoriel du roman graphique est extraordinairement rendu sur In Waves, parce qu'effectivement, on prend un bain incroyable d'émotions
on est électrifié, on suit, on pleure avec on est dans l'acceptation également du deuil qui va venir. Enfin, vraiment, c'est un très beau film d'animation. Du sel sur la peau, les vagues. Oui, et c'est les ça, larmes. voilà. Vraiment, Exactement. c'est un Et le film qui laisse soleil, voir. le surf, quoi. Ouais. Voilà. Bon, les 2 films sont à la semaine de la critique, Ouais. qui était une autre section encore. Il nous reste 2-3 minutes, un petit tour d'horizon. Globalement, ce festival, il n'y a pas beaucoup d'Américains, peut-être qui se réservent pour l'année prochaine. Il n'y a pas de gros beaucoup blockbusters. d'acteurs américains dans des films Mais il y a européens, beaucoup- d'ailleurs, puisque dans Et le de film plus en Christian plus, et Monbiot, il y a français. Sébastien Stan qu'on avait découvert il y a 2 ans en Donald Trump dans Ouais, Ouais, c'est formidable. Il y a Woody Harrelson et Kristen Stewart, formidable dans le film de Dans le Quentin film de Dupieux, Dupieux. Oh, on Full a Speed. pas parlé de Quentin Dupieux, Étienne Sorin. Bah oui, Il peut bah, avoir on peut- Parmentier, Étienne. de Non, mais on peut quiche, parler du règne de animal cuisses de poulet qui était en rôti, ouverture d'un certain regard il y a... C'est la grande bouffe 2026. Mais c'est très drôle, faut le filer, hein. c'est très noir, mais très drôle à la fois. Et le numéro de Woody Harrelson et Kristen Stewart Et de Kristen Stewart qui mange du passe son super temps montier à à main bouffer nue, dans son palace ah ouais. parisien alors qu'il y a des manifs dans les rues, Ouais. et elle prend du poulet, du pâté en croûte. Donc les Non, non, Américains c'est viennent très- jouer, enfin sont là. Les Américains, les acteurs, mais pas les ils réalisateurs. sont pas idiots, hein, ils savent qu'aux Sauf États-Unis, c'est quand même un peu moins intéressant, donc ils commencent à Et bon, plus oui. ou moins massivement à venir tourner avec des cinéastes européens. Il y a Michael euh, Fassbender et Alicia Vikander aussi qui sont, dans qui sont à Hope, le Cannes. film coréen. Dans Hope. Mhm. Alors effectivement, il faut le savoir. Ouais. On les découvre Ah, qu'à on la- les reconnaît Ouais, on les qu'au bout d'un reconnaît moment, qu'au bout d'un mais, moment. Tu vois, Au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est, qui s'il a collé ces grandes stars américaines dans les arbres, puis en fait, progressivement, on comprend que. Et sur l'ambiance générale, par rapport aux nombreux festivals que vous avez déjà couverts, c'est plus apaisé, il y a moins de polémiques, c'est plus. Alors, des Il y a la polémique avec il y a polémique, Bolloré, Sada voilà. et la Voilà, pétition. La pétition, qui anime, voilà. qui anime quand même pas mal. Ouais, on en parle beaucoup. Ils en parlent là, les. Ouais. Ouais, ça murmure beaucoup là. Ouais, ouais, ouais. et quelle est la Bah, couleur des... la couleur, c'est que quand vous parlez un peu à des distributeurs ou des producteurs qui connaissent bien, enfin évidemment, forcément, c'est leur métier, le financement d'un film. Ils trouvent que la tribune n'était pas très bien fagotée, qu'il y a une méconnaissance quoi, de beaucoup des signataires de la tribune, pour le dire rapidement. Ouais. Après, la réaction, le discours de Maxime Saada les a un peu heurtés. Ils sentent que, en fait, Ils ne tout le s'attendaient monde, pas à une telle tout réaction. le monde est très émotif, quoi. À la fois, On est dans l'émotion, ouais. les, On est à chaud. les signataires de la tribune et le Maxime Saada, et qui effectivement a été un peu menaçant, hein, on peut le dire, mais aussi parce que les équipes de Canal+ sont dénigrées un peu là sur la croisette, alors qu'elles font un travail quand même qui est reconnu par tout le Ouais, monde, avec comme, dans les projections, lorsqu'arrive le logo Canal qui sifflé, commence à être c'est hué et incroyable. sifflé, c'est quand même un peu puéril et à côté de la plaque. Ouais. Donc voilà, il y a quand même cette histoire qui anime un peu les esprits. Et autrement, c'est très calme, hein. À part ça, Oui, il n'y a pas eu de film oui, oui. choc, de film polémique, de film qui divisent, de film où les gens sortent de la salle ou s'évanouissent. Il n'y a pas ça. Non. Finalement, moi, je trouve que c'est un canne où je ne m'ennuie pas. Enfin, la plupart des films que j'ai vus m'ont tenu et m'ont donné du fil à... pas du fil à retordre, mais du grain à moudre, pardon. Et, mais par contre, c'est vrai, un peu sage. Pas ça de... manque un peu d'électricité dans l'air. Voilà. quoi. Oui, oui, C'est oui, par rapport au oui, oui. cinéma. Mais, Ouais. Mais on voit quand même émerger un cinéma féminin aussi. Oui, oui, voilà. Avec des figures fortes, Ouais. des réalisatrices qui. Ouais. Mais qui n'est pas forcé à vous écouter, qui est Non, qui est pas non plus pour faire plaisir, pour Ah faire la non, parité. bah, d'ailleurs, en fait, on n'en parle pas. Non, C'est moi, pas le sujet, oui, en fait. c'est pas le sujet. Là, on en parle parce qu'il il faut toujours mettre en lumière les réalisatrices et les actrices, mais ce sont des films qui, tout en ayant un fort regard féminin, ne parlent pas forcément de féminisme, et en tout cas, Revendicatif ou- voilà, Oui, oui. quand elle parle de sujets importants pour les femmes qui sont l'emprise, je pense aussi au film de Géraldine Nakache, si tu penses bien, qui est présenté hors compétition, c'est toujours fait avec beaucoup sans victimisation, Oui, oui, sans tout à fait. misérabilisme, Ouais. sans mièvrerie non plus, beaucoup de dignité. Moi, la dignité, c'est le mot aussi que je retiens après avoir vu Garance. La force et la pudeur après la vie d'une femme. Donc vraiment, un très beau cinéma. Eh bien, ouais. ce sera le mot de la fin, la dignité. Ça nous va très bien, je trouve. Merci infiniment à tous les trois, Pascaline Pauvin, Étienne Sorin, beaucoup. Olivier Merci. Delcroix. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et on parlera encore de cinéma, puisque nous ferons un club Le Figaro Culture consacré au film d'Antonin Baudry, justement sur De Gaulle. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.